Bonjour à toutes et à tous et commençons cette première révision par le cours des encéphalites dans la neurologie. D'accord? Alors l'encéphalite, on peut déduire le nom par le nom de cette pathologie. Qu'est-ce que c'est? Encéphale et it, c'est-à-dire que c'est une inflammation aiguë du cerveau qui va résulter de deux choses. Soit d'une infection virale, beaucoup plus, soit d'un dysfonctionnement du système immunitaire. C'est-à-dire que le système immunitaire, on aura une réaction inflammatoire qui sera exaspérée, en trop si vous voulez, et là, elle va attaquer le tissu cérébral par erreur. Alors, il existe deux types d'encéphalite. On a soit l'encéphalite primaire ou l'encéphalite secondaire. La primaire, elle est beaucoup plus infectieuse et la secondaire, elle est auto-immune ou de dysfonction immunitaire. Alors, la primaire, c'est quand un virus ou un autre agent infectieux va attaquer directement l'encéphale, le cerveau, et là, il va causer une inflammation. Alors l'infection, elle peut être centrée ou diffuse, ça dépend. Sinon, on peut aussi avoir une infection primaire, mais là, elle va être réactivée par un virus latent ou inactif. Là, c'est le cas, par exemple, de l'herpès. Le fameux bouton de fièvre qui revient tous les ans, ça, c'est un virus latent qui va être réactivé. Sinon, on a l'encéphalite secondaire. Là, elle va être beaucoup plus due à une réaction immunitaire défectueuse en réponse à une infection. C'est-à-dire qu'il y aura l'agent pathogène, mais au lieu d'avoir une réponse immunitaire qui est simple, là, il y aura trop d'anticorps, il y aura trop de cellules CD4, CD8, et ils vont attaquer l'organisme. Donc, au lieu d'attaquer uniquement l'agent provoquant l'infection, pardon, ils vont attaquer aussi par erreur les cellules saines du cerveau. Commençons par les encéphalites infectieuses. Alors, on a un très grand nombre d'agents. Ça peut être des virus, des bactéries ou d'étiologie inconnue. Les virus, c'est soit l'herpès simplex virus, HSV, ou le varicelle zoster virus, VZV, et des bactéries qui sont surtout intracellulaires. Alors, le terrain de l'immunodépression, il est recherché systématiquement avec le VIH. Et, et si cette encéphalite, elle est associée à une atteinte méningée, là, on parle de méningo-encéphalite. Et si elle est associée à une atteinte de la moelle, là, on parle d'encéphalomyélite. Méningée, méningo-encéphalite, moelle, encéphalomyélite. D'accord. Le virus, on a dit HSV, VZV. Mais l'HSV, on va voir que c'est le plus fréquent. D'accord. Alors là, c'est la partie la plus importante du coup. Du coup, si vous devez retenir un truc, il faudra savoir que l'encéphalite herpétique, c'est la plus importante, c'est la plus fréquente, c'est la plus grave et son traitement, il est facile. Du coup, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. C'est la première cause d'encéphalite sur l'ensemble des continents. D'accord? C'est quoi? C'est par l'herpès simplex virus. Alors, on sait déjà qu'il existe deux types d'herpès simplex virus qui peuvent vous donner une encéphalite herpétique. On a l'HSV1 qui va provoquer beaucoup plus les rhumes ou le bouton de fièvre, et l'HSV2 qui va provoquer beaucoup plus l'herpès génital. Et là, par l'herpès génital, on aura les infections néonatales de l'enfant et du nourrisson. D'accord? Alors, il faut savoir que l'encéphalite causée par l'herpès simplex virus 1 est rare, mais elle peut causer des lésions cérébrales significatives ou la mort. Alors, on a dit que l'infection par herpès simplex virus, c'est elle qui donnait le plus fréquemment l'encéphalite. Mais mettez-vous dans la tête pour qu'un bouton de fièvre va te donner une encéphalite, là c'est rare, d'accord? C'est vraiment très rare. Mais c'est la cause la plus fréquente des encéphalites, d'accord? Alors, des études chez l'animal ont montré que l'herpès simplex virus peut cheminer dans le nerf olfactif et le nerf trijumeau. D'accord?
pour gagner le cerveau. Alors, il va gagner le cerveau et donner des lésions caractéristiques dans 2 lobes. Retenez ça parce que c'est hyper posable dans les QCM. Les lobes temporaux et frontaux, T et F. D'accord? Donc, encéphalite temporo-frontale. Alors, rappelez-vous de TF, tout, d'accord? Tout. C'est comme si tu crachais sur quelqu'un. Alors, tout pour l'herpès. Déjà, on a le bouton de fièvre. Du coup, rappelez-vous de tout pour l'encéphalite herpétique. Épidémio, les chiffres, on s'en fout. Par contre, il faut savoir qu'elle est responsable de 95% des méningo-encéphalites nécrotiques. C'est-à-dire que ce virus, cet herpès, il va non seulement léser, mais même nécroser le tissu cérébral. L'âge moyen, il est de 40 ans pour l'HSV1 et bien sûr, l'HSV2, on la retrouve beaucoup plus chez le nourrisson. Alors, la clinique, on aura un syndrome infectieux, un syndrome grippal qui va précéder l'encéphalite, une asthénie, une altération d'état général dans 50% des cas, une fièvre chez l'immunodéprimé et on aura des symptômes. Les symptômes qui vont témoigner de l'atteinte neurologique et du dysfonctionnement du système nerveux central, ça va être quoi? Alors les 3 plus importants, ça va être l'atteinte, les troubles mnésiques antérogrades, les crises épileptiques et les troubles du comportement. D'accord? Troubles mnésiques, crise épileptique et comportement. M, E, C. D'accord? Rappelez-vous de MEC. Mnésique, épileptique, comportement. On aura aussi des troubles de la vigilance et des signes neurologiques focaux selon où est-ce que est cette inflammation. D'accord? On aura aussi de la fièvre dans 75 à 90% des cas, qui est peu élevé. On aura aussi des signes non spécifiques selon où est l'inflammation. Ça peut être des troubles phasiques, des signes pyramidaux, une atteinte des nerfs crâniens, du champ visuel, un appareil pilaire. Tout dépend de l'inflammation, du siège de l'inflammation. Ensuite, on a la mortalité. La mortalité, sachez que sans traitement, c'est-à-dire qu'une évolution naturelle, elle est mortelle à 80%. Et avec traitement, elle peut descendre de 25 à 20%. D'accord? C'est pour ça qu'on doit traiter le plus rapidement possible devant des signes neurologiques focaux, devant toute suspicion d'encéphalite herpétique. Alors chez le nouveau-né ou le nourrisson, elle est aussi symptomatique, il n'y aura pas beaucoup de symptômes, et la mortalité, elle est élevée. C'est pour ça qu'on devra faire un PCR devant toute crise convulsive fébrile inexpliquée. Des crises convulsives fébriles inexpliquées chez un nourrisson, un nouveau-né, on fait un PCR pour écarter le diagnostic d'herpès, d'encéphalite herpétique. D'accord? Bon, passons à la paraclinique. La paraclinique, alors, le LCR. Rappelez-vous de ça, le LCR dans les encéphalites. La PL, la ponction lombaire et l'examen clé. Elle va permettre de récolter le liquide céphalo-rachidien ou céphalospinal et nous montrer une hyperprotéinorachie modérée inférieure à 1 g par litre. Pourquoi? Parce qu'on a une inflammation. On aura aussi une hypercytose lymphocytaire. Pourquoi? Parce que c'est viral. On aura aussi un liquide qui est faiblement hémorragique. Pourquoi? À cause du processus nécrotique. On aura aussi une glycorachie qui sera normale. Pourquoi? Parce que c'est une cause virale et non pas bactérienne. C'est les bactéries qui vont bouffer le glucose. Dans les formes encéphalites pures, on peut avoir une hypercytose inférieure à 10 éléments avec une protéorachie qui est à la limite supérieure de la normale. C'est-à-dire qu'on aura une PL normale possible dans les formes encéphalitiques pures. Alors, ça, c'est comme dans le Covid, un LCS normal, y compris dans le PCR au début, il ne va pas exclure le diagnostic. D'accord?
C'est pour ça qu'un second PCR doit être réalisé au moins 4 jours après le début des signes cliniques, tout en traitant le malade, d'accord? C'est-à-dire même si on n'a pas encore le diagnostic, même si on n'a pas encore la confirmation diagnostique que c'est une encéphalite herpétique, on traite par traitement antiviral et antibiotique. On n'a rien à perdre et on peut éviter jusqu'à 60% de mortalité. Alors, après avoir fait le diagnostic, là, on va passer à l'IRM. L'IRM, pourquoi on le fait? Déjà pour le diagnostic étiologique et le diagnostic différentiel. Pourquoi pas faire le TDM? Alors, pourquoi pas le TDM? Parce que c'est une inflammation. Une inflammation, c'est quelque chose qui est très sensible. C'est pas possible de le voir par TDM. C'est pour ça qu'on devra utiliser un examen beaucoup plus sensible, beaucoup plus précis pour voir des lésions beaucoup plus petites, d'accord, que son inflammation. Alors l'IRM, il peut être normal, mais il peut aussi montrer des hypersignaux qui seront temporaux, antérieurs, moyens et internes, d'accord? Les hypersignaux, c'est ça. On aura des hypersignaux dans les séquences diffusion et flair, comme on a dit. On aura des hypersignaux à l'IRM. Et il peut être non. Et en plus de ça, il c'est une encéphalite herpétique. Le G, le G, il sera utile beaucoup plus pour le suivi. Alors imaginez si vous avez un malade qui présente une encéphalite herpétique, vous avez fait le diagnostic, vous avez éliminé le diagnostic différentiel, vous avez fait le diagnostic étiologique par l'IRM. Le suivi, on ne va pas s'amuser à piquer le patient et lui faire une PL chaque jour parce que c'est invasif. Et on ne va pas non plus s'amuser à faire des IRM chaque jour parce que c'est trop cher. Du coup, l'examen le plus adapté pour le suivi, ça va être l'EEG, l'électroencéphalogramme. Faites gaffe, des fois on change le petit E qui est ici par un M, c'est faux. C'est pas l'électromyogramme, mais c'est l'électroencéphalogramme, d'accord? Alors, il va montrer des activités périodiques. C'est-à-dire qu'il va montrer des crises qui vont être inconstantes, paroxystiques, qui vont être présentes puis partir dans le temps. D'accord? Alors, d'autres techniques virologiques classiques, ça peut être des cultures ou des biopsies, culture du SCR bien sûr, la recherche d'antigènes herpétiques ou la recherche d'anticorps herpétiques qui est de positivité tardive. La PCR, comme on a dit, sur LCR va mettre une réplication en évidence, une réplication virale. Le traitement. Alors le traitement, rappelez-vous de ça. Le traitement, ça va être l'acyclovir. Il va diminuer la mortalité, on a dit de 60%. Alors le dosage, c'est pas important, mais ce qui est important, c'est la surveillance. D'accord? La surveillance, elle est par PCR herpès con. Parce que le suivi, on a dit, c'était par l'EEG. La surveillance, ça va être par PCR herpès AJ10. C'est-à-dire après 10 jours de traitement, on va refaire un PCR. Pourquoi? Pour nous orienter. Si le PCR est positif, c'est-à-dire que le malade, il est toujours malade. C'est-à-dire qu'on doit poursuivre notre traitement. Mais si à G10, le patient est guéri, là, on peut interrompre le traitement et dire que le patient est guéri. Alors, rappelez-vous de ça. Déjà, rappelez-vous de tout ce que j'ai surligné parce que c'est des hyperposables en QCM. L'effet principal, l'effet secondaire principal de la cyclovir, c'est l'insuffisance rénale. Alors, c'est vraiment bête de traiter une encéphalite et à la fin sortir avec une insuffisance rénale qui peut juste être évitée par une bonne hydratation. Alors, on a aussi des nouveautés thérapeutiques, ça, c'est pas pour nous. On peut aussi faire des traitements symptomatiques qui visent à corriger tout facteur délétère pour le cerveau, la fièvre, dysglycémie, dysnatrémie, épilepsie. Ça, on corrige le tout avec une antibiothérapie adaptée. Alors, d'autres virus, autres que l'herpès, qui sont beaucoup plus rares, on a soit l'Epstein-Barr virus, soit le varicelle zona virus, soit les entérovirus,
soit les virus transmis par les moustiques, que sont les arbovirus ou les anthropodes, soit les virus transmis par les tiques, soit le virus de la rage, le virus des infections infantiles, les fameux ROR, rougeole, oréon et rubéole, le virus du West Nile, etc., etc. Alors sachez que ces virus n'ont pas de traitement, c'est-à-dire que même si on aura d'autres virus, on va traiter par l'acyclovir, d'accord? Ensuite, il y a aussi les encéphalites bactériennes. Les encéphalites bactériennes, là, on aura un tableau qui sera beaucoup plus, fébrile, avec une raideur méningée, parce que comme complication, on aura une méningite ou une méningoencéphalite. Au LCR, on aura une protéinorachie qui sera beaucoup plus élevée. On aura une hyperleuco, mais à PNN, non pas lymphocytaire. Et on aura une hypoglycorachie, parce que rappelez-vous, les bactéries, ça bouffe du glucose. Alors, les bactéries les plus fréquentes, c'est soit la tuberculose, soit les mycoplasmes en pneumonie, soit la syphilis. On a fini avec les encéphalites infectieuses. On a dit qu'il y avait les virales, où il y a l'herpétique, qui est très importante, et les bactériennes, qui ont un tableau clinique assez différent et qui sont encore plus rares. D'accord? Alors, passons maintenant aux encéphalites auto-immunes. Les encéphalites auto-immunes, qu'est-ce qu'on aura? On aura des signes neurologiques qui sont centraux. D'accord? Et on aura des auto-anticorps qui vont être dirigés contre la membrane neuronale. D'accord? Du coup, généralement, ça va être précédé par une infection. L'infection, elle va être présente dans le corps. Là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une réaction immunitaire qui sera inappropriée, qui sera en trop, qui sera exaspérée. On aura beaucoup trop d'anticorps. Et parmi eux, vont se former des auto-anticorps qui vont attaquer les membranes neuronales et donc attaquer le cerveau. D'accord? C'est pour cela qu'on a l'hypothèse qui dit qu'il y a vraiment beaucoup plus de prodromes infectieux qui sont fréquents dans l'encéphalite auto-immune et l'encéphalite herpétique. Alors la clinique, on aura une atteinte limbique. L'atteinte limbique, c'est-à-dire qu'on aura une atteinte de la partie la plus interne du lobe temporal. Et on aura la triade, la fameuse triade MEC, qui est comme tout à l'heure, des troubles de la mémoire, des crises épileptiques et comportements. Là, les troubles de la mémoire, ils seront antérogrades, de la mémoire antérograde et de la mémoire à long terme. Les crises épileptiques, ils vont être à point de départ temporal interne, d'accord? Et les troubles du comportement. Le diagnostic, pareil, il est fait par le LCR, non pas par le sérum. Le LCR va montrer des signes d'inflammation sous forme d'une pléocytose ou sous forme d'une bande oligoclonale. Alors ça, c'est juste des techniques du LCR qui veulent dire qu'il y a beaucoup d'immunoglobulines, qu'il y aura beaucoup de synthèse intratécale, c'est-à-dire que une synthèse dans la moelle épinière d'immunoglobulines. Alors l'analyse du LCS, elle peut être bien sûr normale sans éliminer le diagnostic, mais le LCR, la PCR, le LCR-PCR, il est indispensable pour confirmer le diagnostic d'encéphalite auto-immune. Alors là que le dosage sanguin, il est beaucoup moins fiable. L'IRM cérébral, là, il peut être normal ou il peut renforcer la suspicion diagnostique en montrant un hypersignal temporo-limbique, d'accord, uni ou bilatéral. Bien sûr, ce qui est normal, il ne va pas éliminer le diagnostic. Le G, comparé aux encéphalites herpétiques, où il montre des activités périodiques, là, on ne les a pas. Là, ce qu'on a, c'est un ralentissement global qui est inconstant, qui peut être là ou non. Il peut montrer aussi un foyer long ou post-critique temporal. Le traitement des encéphalites auto-immunes, il est déjà symptomatique. On aura des corticoïdes IV à forte dose par voie orale, des immunoglobulines, des échanges plasmatiques dans les formes graves, et les deux immunosuppresseurs qui sont le plus utilisés, qui est le rituximab et le cyclophosphamide en IV.
Alors, on a fini avec les encéphalites auto-immunes. Là, on va passer à une entité qui est assez spéciale, qu'on appelle l'encéphalomyélite aiguë disséminée ou l'ADEM. Rappelez-vous d'ADEM, d'accord? Encéphalomyélite aiguë disséminée. En anglais, l'ADEM, c'est Acute Disseminated Encephalomyelitis, d'accord? C'est une maladie inflammatoire démyélisante du système nerveux central qui va prédominer sur la substance blanche. Du coup, elle est démyélisante ou dans la substance blanche. Elle est également appelée encéphalite post-infectieuse. Elle est liée à un mécanisme auto-humain suite à une infection post-infectieuse démyélisante sur la substance blanche quand après un intervalle de 2 à 30 jours. Elle est heureusement rare chez l'adulte, mais malheureusement, elle est très fréquente chez l'enfant et elle est sous-diagnostiquée. Alors cliniquement, on aura une encéphalopathie aiguë avec des signes neurologiques multifocaux. Il n'y a pas de marqueur spécifique de la maladie. Et l'IRM cérébral est essentiel au diagnostic. D'accord? Du coup, c'est la seule où l'IRM il va donner le diagnostic, c'est l'ADEME. Qu'est-ce qui va mettre en évidence? Des lésions multifocales. C'est pour cela qu'on a des signes neurologiques multifocaux. Les lésions, elles sont dites en plage, d'accord? C'est-à-dire qu'elles sont un peu partout. Où ça? Dans la substance blanche. Et sur les séquences T2 et flair de l'IRM. Sans traitement, c'est quoi? C'est des corticoïdes à forte dose, plus ou moins des immunoglobulines polyvalents ou des échanges plasmatiques. Alors le pronostic, il est favorable sous traitement. Néanmoins, on peut avoir une évolution en sclérose, en plaques, si elle est non traitée. Et voilà, j'ai fait le tour, j'ai essayé d'être assez rapide et je vous remercie.